Avec tout ce que je viens de voir, avec tout ce que je viens de voir et avec tout ce que je vois, on peut dire forcés, ils sont en danger. Forcés, ils sont en danger. Forcés, ils sont en danger. Monsieur le coordinateur principal du RHDP Cocody, monsieur le coordinateur adjoint, mesdames et messieurs les responsables des structures spécialisées, mesdames et messieurs les membres de la coordination régionale, chers élus, chers cadres, je voudrais à l'entame de mes propos présenter les excuses du secrétaire exécutif Cissé Ibrahima Bakongo, qui avait voulu être là avec nous, malheureusement qui a eu une contrainte de dernière minute. Eric, le ministre Bakongo, me charge de vous présenter toutes ces excuses, mais il est de cœur avec vous. Il est de cœur avec vous. Je voudrais aussi vous féliciter pour cette grande mobilisation. Mobilisation des militantes et des militants de Cocody. Mobilisation à l'instar de toutes les mobilisations qu'on constate depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Bravo à tous les militants de Cocody pour votre engagement pour le RHDP et pour le président Alassane Ouattara. Je suis venu, j'ai écouté et j'ai entendu. J'ai écouté le satisfecit des militants de Cocody à l'endroit du président Alassane Ouattara. J'ai entendu les militants de Cocody appeler à la candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Je vais transmettre fidèlement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu à la direction du parti. Oui, le choix de Cocody pour les élections à venir, c'est le président Alassane Ouattara. Comme partout ailleurs, c'est un choix de cœur, mais c'est aussi un choix de raison. À travers les 6 motions qui ont été annoncées tout à l'heure, nous comprenons pourquoi Cocody choisit Alassane Ouattara. Avec tous les progrès réalisés dans tous les domaines, que ce soit les routes, pour les jeunes, pour les femmes, pour les fonctionnaires. Vous avez dit au monde entier que le choix d'Alassane Ouattara n'est pas seulement un choix de cœur. Vous l'avez choisi parce qu'il a le leadership qui a permis à notre pays d'avancer. Vous l'avez choisi parce qu'il a le leadership qui permettra à notre pays d'avancer les 5 prochaines années. Oui, tout le monde vous a entendu. Oui, je vais transmettre ces informations à la direction du parti. Oui, Alassane Ouattara a permis à notre pays d'avancer. C'est important de le rappeler. Le président Houphouët-Boigny disait qu'après lui viendra d'autres personnes qui feraient mieux que lui. Il s'agit là d'une prophétie du président Houphouët-Boigny. Certains néopoliticiens veulent s'attribuer cette prophétie d'Houphouët-Boigny alors qu'ils n'ont rien fait après Houphouët-Boigny. On peut regarder dans les actes et dans les faits. Qui a fait mieux que Houphouët-Boigny? Tout père rêve de voir son enfant faire mieux que soi. Lorsque Houphouët-Boigny a géré ce pays pendant près de 50 ans, la Côte d'Ivoire en termes de production d'électricité était à 1200 MW. Aujourd'hui, nous produisons plus de 3000 MW. Le président Alassane Ouattara a fait 2 fois plus que Houphouët-Boigny. Lorsque le président Alassane Ouattara arrivait à la tête de ce pays, il n'y avait que 33% des localités qui étaient électrifiées. Aujourd'hui, nous sommes à 94% des localités qui sont électrifiées. Le président Alassane Ouattara a fait mieux puisque le président Houphouët-Boigny, tel que le président Houphouët-Boigny l'avait prédit. En 50 ans, la Côte d'Ivoire avait 264 collèges. En 15 ans, le président Alassane Ouattara a construit 608 collèges. C'est-à-dire que presque 2 fois et demi ce que le président Houphouët avait fait.
Qui a réalisé la prophétie du feu Boigny? Je vous pose la question. Parmi tous les acteurs politiques, qui a réalisé la prophétie du feu Boigny? Lorsque le président Alassane Ouattara arrivait à la tête de ce pays, les gens avaient plongé ce pays, surtout les régimes précédents. Le taux de pauvreté était de 55%. Ça veut dire que quand on prenait 100 Ivoiriens, il y avait 55 qui étaient pauvres. Le président a permis en 15 ans de faire baisser la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 37% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et cette tendance baissière va se poursuivre. Oui, le président Houphouët-Boigny avait prédit que viendra après lui quelqu'un qui ferait mieux que lui, et c'est le président Alassane Ouattara. Mais Eric, en 2020, lorsque le président s'est présenté devant les Ivoiriens, son programme s'appelait Côte d'Ivoire Vision 2030. Côte d'Ivoire Vision 2030. Et donc, je considère que c'est logique que les Ivoiriens qui ont massivement voté pour lui en 2020 veuillent qu'il termine son programme avant de partir. Veulent qu'il termine parce que son programme c'est Côte d'Ivoire Vision 2030. Il reste encore 5 ans pour que le président poursuive. Et qu'est-ce qu'il veut faire les 5 prochaines années? Le taux de pauvreté qui est à 37% doit baisser encore jusqu'à 20%. Ce sont des indicateurs que nous sommes fixés. Vous avez dit ici qu'il y a plus de 2 800 000 emplois qui ont été créés. L'objectif, c'est de créer 8 millions d'emplois dans notre pays. L'objectif, c'est de créer 8 millions d'emplois dans notre pays. Oui, en termes d'infrastructures, donc écoles, etc., il y a encore des marges de progression que nous voulons faire. La lutte contre la pauvreté, je l'ai dit, la lutte contre la corruption, la modernisation de notre administration. Le président aura l'occasion de décliner tout ce qu'il va faire les 5 prochaines années. Je ne peux pas terminer mes propos sans faire un tour de l'actualité politique. Surtout qu'ici, nous avons des animateurs politiques. Je regardais tout à l'heure dans la population, on a des anciens, on a des moins anciens, mais on a aussi les très jeunes que je vois devant nous, qui n'ont pas connu les 30 dernières années l'évolution politique dans notre pays et qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, assistent aux déclarations de tous les acteurs politiques. Il leur faut des clés d'analyse, des clés de compréhension pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Je vais commencer d'abord par le PPACI. Le leader du PPACI, Laurent Gbagbo, dans son discours, disait que, et surtout dans la lettre qu'il a publiée, que la Côte d'Ivoire est un pays autocratique, que le régime du président Alassane Ouattara est un régime autocratique, et qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, et qu'il y a même 107 personnes qui sont en prison, et que la pauvreté continue d'augmenter, et qu'il y a l'exclusion, et enfin qu'il est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et pour ce faire, il appelle à une mobilisation de tous les Ivoiriens, dans le cadre donc de la lutte contre la cherté de la vie, contre les déguerpissements sauvages, etc. et contre l'emprisonnement des leaders d'opinion. Je vais m'adresser aux plus jeunes parce que vous savez déjà tout. Je vais dire aux plus jeunes que celui qui parle a géré la Côte d'Ivoire en 2000 et 2010. Celui qui parle, avant de gérer la Côte d'Ivoire, était opposant au président Houphouët-Boigny. Il a été candidat contre Houphouët-Boigny en 1990. Pour l'élection de 1990, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la convention de la gauche. C'était tous les partis politiques qui se réclamaient de gauche, qui s'étaient réunis à Korogo et qui avaient décidé de boycotter l'élection présidentielle de 1990. Il y avait Zadi Zaourou, Francis Vaudier, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, etc. Parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. Laurent Gbagbo a fait faux bond à ses camarades, alors qu'à Korogo, il a signé comme tout le monde la convention. Il a fait faux bond à ses camarades, il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1990. C'est vrai, il a eu 18%, mais il s'est présenté. En 1995, Laurent Gbagbo décide de boycotter les élections avec le RDR. Francis Vaudier, qui s'est senti trahi en 1990, parce qu'ils avaient tous arrêté avec Laurent Gbagbo le fait de ne pas aller aux élections, décide lui d'aller aux élections contre le président Bédié. Donc, vous avez remarqué qu'en 1990, tous les partis politiques n'ont pas passé aux élections. Laurent Gbagbo, lui, est parti.
En 1995, Laurent Gbagbo, le RDRO, décide de boycotter. Francis Vaudier décide d'être candidat face au président Henri Konan Bédié. En 2000, lors des élections présidentielles, Alassane Ouattara a été éliminé. Henri Konan Bédié a été éliminé. Alassane Ouattara a été éliminé, Henri Konan Bédié a été éliminé. Mais le PDCI, par mesure de précaution, avait aligné en réalité 6 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous été éliminés. Je parle de Lamine Fadiga et consorts. Émile Constant Bombé, etc. En dépit de leur élimination, les leaders politiques ont appelé au calme et les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. C'est après les élections, le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Donc celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté, de démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Il a tué des gens. Il a fait tuer des gens. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a entendu parler d'escadrons de la mort. Des journalistes ont été assassinés. Jean Hélène. Des sièges de journaux ont été pillés. Sous Laurent Gbagbo, Nouveau Réveil, Le Patriote, 24 heures, etc. Sous Laurent Gbagbo, les journaux de l'opposition ont été attaqués par des jeunes patriotes qui allaient brûler les journaux. Aujourd'hui, à la télévision nationale, tout le monde parle sur NCI. On peut même traiter Alassane Ouattara de despote sur NCI et puis il n'y a rien. Donc ce Laurent Gbagbo ne doit pas vous tromper, chers jeunes. Il n'est pas neuf. Il veut revenir au pouvoir, certes, mais pour faire quoi? Tu veux être président pour faire quoi? Tu veux être président pour te venger d'Alassane Ouattara? Tu veux être président pour te venger de certains Ivoiriens? Ou bien tu veux être président parce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter aux Ivoiriens? Malheureusement, il n'a rien à apporter aux Ivoiriens. Il parle de cherté de la vie. En 2008, chers jeunes, des gens ont manifesté ici à Abidjan contre la cherté de la vie. Ils ont été tués. Des gens ont marché ici contre la cherté de la vie. Laurent Gbagbo a envoyé ses soldats pour tuer ces personnes. Ici, dans ce pays, des magistrats ont manifesté, ont marché pour demander donc plus de liberté et une meilleure condition donc, de travail. Au plateau, les magistrats ont été bastonnés par les Sorbonnards sous Laurent Gbagbo. Il parle d'exclusion, mais c'est lui qui a dit qu'Alassane Ouattara n'est rien et ne sera rien dans ce pays. C'est lui qui a dit à ses amis du RDR, demandez-moi tout, sauf inclure Alassane Ouattara sur la liste électorale. Laurent Gbagbo n'est pas crédible, chers amis jeunes. Il n'est pas crédible. Quand quelqu'un, comme il y a la VAR aujourd'hui, et ça c'est intéressant pour les politiques, chaque fois qu'il parle, allez interroger le passé pour voir qu'est-ce qu'il a fait sur chacun des thèmes qu'il évoque. Donc c'est cet homme qui n'est pas crédible, nostalgique, des années de violence, qui veut se battre et qui demande à des jeunes de sortir dans les rues pour se battre. Mais il va se battre seul. Il va se battre seul.
Parce que la véritable bataille dont rêvent les Ivoiriens, c'est celle entamée par le président Alassane Ouattara depuis 10 ans. La bataille contre la pauvreté, la bataille contre la pauvreté, contre la corruption, la bataille pour le développement. Les Ivoiriens ont été traumatisés par les batailles de rue et il n'y aura personne pour faire cette bataille. Il dit qu'il est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ça, c'est normal. Dans un pays, c'est normal qu'il y ait des débats. Chez nous-mêmes, certains pensaient que, oui, la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. D'autres disaient que la Constitution lui permet d'être candidat. Mais lorsqu'on a fini de faire ces débats-là, et que le juge des élections, le Conseil constitutionnel, interprète la Constitution comme ça se fait partout dans le monde, et donne son avis qui est que c'est une nouvelle constitution et donc par conséquent Alassane Ouattara a le droit d'être candidat. Quand on est un démocrate, on ne remet pas en cause les décisions des institutions, surtout qu'on pense pouvoir revenir aux affaires pour incarner les institutions de la République. Je vous dis, je l'ai dit sur les télés, mais je vais vous rappeler simplement. Au Sénégal, qui est notre miroir aujourd'hui, le président Ouad a changé la constitution pour faire un 3e mandat. L'opposition a manifesté dans les rues contre le président Ouad pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il ne peut pas faire 3 mandats. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, il a le droit de faire un 3e mandat parce que c'est une nouvelle constitution, tout a été revu. Le président Macky Sall, l'ancien président, a quitté les rues et est allé aux élections contre le président Ouad. Et il a battu le président Ouad dans les urnes. Récemment, il y a quelques jours, il y a quelques mois, le Premier ministre Sonko, qui était en Côte d'Ivoire, leader charismatique de l'opposition au Sénégal, a été empêché de participer à une élection parce qu'il aurait diffamé le ministre donc, du tourisme. Tout le monde a vu, vous avez regardé les télés, comment Sonko avait du monde derrière lui. Il aurait pu mettre son pays à feu et à sang. Il a dit, on m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mon projet. On m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mes idées. Il a choisi son numéro 2, le président Diomaye Faye, qui a été candidat et qui a battu le candidat de Macky Sall aux élections. Lorsqu'on se dit démocrate, on ne dit pas de ne pas lutter, mais on utilise les moyens légaux et les moyens démocratiques pour lutter. On ne peut pas dire qu'on est démocrate et puis appeler les enfants à aller se battre dans la rue contre quoi, pourquoi, on ne sait pas. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas crédible. Est-ce que vous avez compris? Il n'est pas crédible. Ils disent qu'il faut une élection inclusive. Une élection où tout le monde participe. Et puis, bon, on comprend parce qu'il y a certains parents qui disent oui, mais en définitive, peut-être qu'il faut que tout le monde participe pour qu'on ait la paix. Je l'ai rappelé à la télé, c'est la plus grosse escroquerie morale vendue par ces politiques-là dans notre pays. Je vous ai rappelé en 1980, beaucoup de leaders de l'opposition n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Ni Francis Vaudier, ni Zadi Zaourou et autres. En 1995, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo n'ont pas participé à l'élection présidentielle. En 2000, la plupart des partis n'ont pas participé donc à l'élection présidentielle. En 2010, ça a été la seule élection où tout le monde a participé. Mais c'est la seule élection où on a eu 3000 morts et 2 millions de déplacés internes. Ce que je veux dire, c'est que la simple participation de tous les acteurs à une élection présidentielle ne garantit pas forcément la paix et la stabilité. Il faut autre chose en plus de ça. Ce qu'il faut, c'est le respect des règles démocratiques. Ce qu'il faut, c'est être bon joueur. Laurent Gbagbo n'a jamais été bon joueur, sauf quand il a tripatouillé les élections face au général Gueye. Il n'a reconnu aucun résultat d'aucune élection. Même en 1990, quand le président Oufoué l'a battu, il a estimé que Oufoué-Boigny avait triché et que c'est lui qui avait gagné. Il n'a jamais reconnu d'élection, des résultats d'élection en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des démocrates. Et dans un pays, si on veut que tout le monde soit candidat, mais vous avez le droit aussi de demander que les jeunes de moins de 35 ans soient candidats parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander que ceux qui n'ont pas 50 millions soient candidats
parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander aussi comme eux. Parce que si on leur permet d'être candidats, alors qu'ils ont des condamnations dans leur casier judiciaire, en ce moment-là, tous les repris de justice qui sont condamnés et qui ont dans leur casier judiciaire la mention de condamnation, ils ont le droit aussi d'être candidats. La politique des privilèges pour une élite politique, on doit y mettre fin dans notre pays. Les hommes politiques n'ont pas plus de droits que vous. Nous là, on n'a pas plus de droits que vous. On ne peut pas dire que comme nous sommes des hommes politiques, la loi ne s'applique pas à nous, comme elle s'applique à vous. Ce que vous voulez, c'est que tout le monde soit traité de façon égalitaire. C'est pas ça? Eux, ils disent qu'ils sont supérieurs. Eux, ils disent qu'ils sont supérieurs à vous. Et comme ils sont supérieurs à vous, la loi qui s'applique à vous ne doit pas s'appliquer à eux. Est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays qui se veut moderne? Ça me permet de faire la transition pour parler du candidat du PDCI. Enfin, l'ex-candidat du PDCI, puisqu'il n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à ce que le PDCI peut-être se trouve un candidat, il n'est pas sur la liste électorale. Tout à l'heure, j'ai parlé de Houphouët-Boigny. Je ne m'adresse pas à vos anciens qui sont là. Je m'adresse à vous, vous les jeunes. Ce monsieur dit qu'il est le neveu, le petit-neveu d'Houphouët-Boigny. Oui, c'est vrai. Il a été membre d'un gouvernement, le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Il y a eu le coup d'État en 1999, il est parti. De 1999 jusqu'en 2022, il n'est plus revenu dans son pays. Il a fait presque 25 ans sans revenir dans son pays. Mais ça, il dit qu'il travaillait. On ne peut pas lui reprocher de travailler, même si en travaillant, on peut revenir dans son pays. Alors quand on dit ça, on nous dit, mais Alassane Ouattara lui-même, j'ai dit à quelqu'un de comparer ce qui est comparable. Le président Alassane Ouattara n'a jamais coupé les liens avec son pays. Et il a des compagnons, les Yves Ndia qui sont encore là. Depuis les années 70, quand il est revenu du Fonds monétaire international, et quand il a été coopté par Abdoulaye Fadiga, donc à la BCAO, Alassane Ouattara n'a pas fait plus d'un mois sans être en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le gouverneur de la BCAO, Abdoulaye Fadiga, ils ont fait la réforme, l'institutionnalisation de la BCAO dans notre pays. Quand Alassane Ouattara va à la BCAO, vice-gouverneur comme gouverneur, tous les mois, il venait en Côte d'Ivoire pour faire le point avec le président Houphouët-Boigny, jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Et même qu'en 1993, après la mort du président Houphouët-Boigny, le président Ouattara va au Fonds monétaire international. Et là, je m'adresse à tous les ex-RDR qui sont là. Tous ceux qui sont RDR savaient que tous les mois de décembre, on attendait le retour d'Alassane Ouattara parce que tous les mois de décembre, il venait faire la fête avec sa famille et ses militants en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a jamais rompu avec son pays. Donc comparer, ça c'est une parenthèse, comparer ce qui est comparable. Alassane Ouattara n'a jamais fait plus de 2 ans, 1 an en dehors de la Côte d'Ivoire sans revenir dans son pays. Alors, donc je poursuis pour dire que il est parti, il dit à cause du travail. Il n'y a absolument aucun problème. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, qui n'a jamais été là pendant les heures douloureuses, qui n'a jamais été au chevet de son pays pendant les moments de doute, il vient quand le président a fini de tout arranger. Mais parce qu'il a encore la mentalité de privilégié. Oui, il est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Comment on peut faire ça au petit-fils d'Houphouët-Boigny? Comment le petit-fils d'Houphouët-Boigny peut ne pas être éligible? Donc le petit-fils d'Houphouët-Boigny est supérieur aux Ivoiriens. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, parce qu'il est petit-fils d'Houphouët-Boigny, il est supérieur à tous les Ivoiriens. Houphouët-Boigny ne l'a jamais accepté. Et c'est pour ça que les enfants d'Houphouët-Boigny ont toujours vécu dans la discrétion dans ce pays. On n'a jamais vu les enfants d'Houphouët-Boigny piétiner des Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'a jamais mis ses enfants au-dessus des Ivoiriens. On ne savait même pas qu'ils vivaient en Côte d'Ivoire, alors qu'ils étaient là. Mais mieux, Houphouët-Boigny dit qu'il a fait la politique pour 5 générations. Houphouët-Boigny dit que lui, Houphouët-Boigny, là, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, eux aussi leurs enfants, lui, il a fait la politique pour tous ceux-là, sa famille ne fera pas de politique. Donc quand un petit neveu se lève pour pouvoir faire de la politique, il a violé la parole, il a violé le serment de son grand-père et c'est le karma qui le rattrape aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Des gens qui veulent gouverner parce que leur papa a été, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu peux apporter? Parce qu'à ce rythme, si on va sur la Côte d'Ivoire des fils à papa, vous ne serez jamais rien dans ce pays. Parce que vous n'avez pas votre grand-père qui a été président de la République. Ou peut-être que vous n'avez pas d'oncle qui a été président de la République. Ou bien vous n'avez pas de papa qui a été ministre, etc. Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut? La Côte d'Ivoire des enfants gâtés, parce que c'est un enfant gâté. Cette Côte d'Ivoire est terminée. Et c'est pour ça que on peut tous avoir toutes les reproches qu'on peut avoir face à quelqu'un comme Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ou d'autres opposants. Mais on les respecte pour leur parcours. Ils ont une légitimité. De 1982 jusqu'en 2000, quand Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, ça a été 18 ans de combat politique. De 1994 jusqu'en 2011, quand le président Ouattara est arrivé aux affaires, c'est 17 ans de combat politique. Et dans la douleur, dans la souffrance. De 1944 à 1960, pour que Houphouët-Boigny arrive aux affaires, c'est 16 ans de combat politique dans la souffrance. Quelqu'un vient, d'abord à 1 an d'une élection présidentielle. En 1 an, tu vas être président, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment en 1 an, tu parcours comme Alassane Ouattara toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a mis près de 10 ans pour parcourir toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Il a été dans tous les départements. Laurent Gbagbo s'est promené dans toutes les sous-préfectures. En 1 an, si ce n'est pas du mépris pour les Ivoiriens, comment tu penses qu'en 1 an, sans avoir connu le pays, parcouru le pays, connaître la réalité des Ivoiriens, et dans le 1 an, tu vas passer 2 mois à Roland-Garros en train de regarder tennis. Quelqu'un qui veut être président de la République, il te reste 1 an pour être président. Sur le 1 an, tu prends le risque de prendre 2 mois pour aller regarder tennis. Il n'a jamais voulu être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat. Parce qu'il n'a pas le parcours. Il n'a pas le parcours, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui veut vraiment être candidat et qui veut conquérir le pouvoir d'État. Donc vous dire que la Côte d'Ivoire des papas, des fils à papa, c'est terminé. Voilà quelqu'un qui se dit petit-fils d'Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny, et là encore je m'adresse à vous, le monde entier a voulu célébrer Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a fait pour la paix. Il y a eu la guerre au Libéria, les gens sont venus ici en Côte d'Ivoire, un peu partout. L'UNESCO a créé le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les Nelson Mandela, Frédéric Declercq, tous ceux-là ont eu le prix Houphouët-Boigny. Pendant 30 ans, chaque année à Paris était célébré le prix Houphouët-Boigny. Même quand avec le PDCI, on était dans l'opposition, le président Rikona Bédié payait le transport des cadres du PDCI. Le président Alassane Ouattara payait le transport des cadres du RDR pour aller chaque année à Paris au prix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix. Toi, tu étais en Zurich, Paris et Londres. Ton grand-père, tout le monde entier le célèbre. Tu n'es même pas allé pendant 30 ans, un seul jour, célébrer la mémoire de ton grand-père. Est-ce que ça, c'est normal? Si c'est vraiment ton grand-père, les gens se déplacent depuis Abidjan, partout, pendant 30 ans. Tu peux dire, si c'est à Abidjan, c'est loin, mais c'est à Paris, tu es à Paris. Tu n'es pas allé une seule fois à une seule cérémonie d'hommage à la mémoire de ton grand-père. Tidjane Thiam est une imposture. Tidjane Thiam est une imposture. Voilà quelqu'un qui veut mobiliser la diaspora. On entend dire, oui, la diaspora, mon combat, c'est le combat de la diaspora. Les questions de double nationalité, oui, la diaspora, la diaspora, la diaspora. Mais mec, pendant 25 ans, tu as vécu à la diaspora. Tu as été en Suisse pendant près de 10 ans. Aucun Ivoirien de la diaspora en Suisse peut vous dire que pendant que l'État Crédit Suisse, Tidjane Thiam a pris la peine d'approcher la communauté ivoirienne ou la communauté africaine de Suisse. Aucun mouvement de la société civile, de la diaspora ne peut vous dire que tout le temps qu'il a passé en France, il était au contact avec notre diaspora pour aider les jeunes Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara était au Fonds monétaire international comme DGA, tout Africain qui était de passage aux États-Unis qui le sollicitait, le président les recevait. Ce n'est pas quand tu es président maintenant que toi tu aimes les gens. C'est quand toi tu es président que tu te rappelles que ton grand-père s'appelle Houphouët-Boigny. C'est quand tu es président que tu te rappelles qu'il y a une diaspora qui existe. C'est une imposture. Maintenant, cette imposture, c'est de la responsabilité du PDCI. Peut-être qu'eux peuvent s'accommoder à l'imposture,
Mais les Ivoiriens ne peuvent pas s'accommoder à l'imposture. Et même s'il était candidat, parce qu'on nous prive un peu de débat, on avait souhaité qu'il soit candidat. On avait souhaité qu'il soit candidat. Parce qu'on aurait eu un débat de fond avec lui sur tous ces sujets. D'abord sur son programme économique, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose, même si on a quelques informations, mais aussi sur cette imposture. Malheureusement, il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Il cherchait le bon prétexte pour ne pas être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat parce que, rappelez-vous, quand Bion est sorti à la télé pour l'interpeller, pourquoi il n'y a pas de convention du parti, pourquoi il n'y a pas de bureau politique du parti, il dit, lui, il attend d'abord de savoir qui est le candidat du RHDP avant de mettre en place le processus de désignation des candidats du PDCI. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit qu'il allait se coucher pendant 2 mois à Paris pour regarder Roland Garros, alors que ses militants l'attendaient sur le terrain. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat parce qu'en décembre, le 16 décembre 2023, quand il a été élu à la tête du PDCI, son parti a fait une motion pour dire c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Tu savais que tu avais une double nationalité. S'il avait renoncé en ce moment à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu 16 mois et surtout après la révision de la liste électorale? Il a fait exprès. Il n'a jamais voulu être candidat. Et je peux le dire ici, il s'est confié à des gens à qui il a dit depuis plus d'1 an, 2 ans que lui ne serait pas candidat face à Alassane Ouattara. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Qu'ils disent la vérité à ses militants qui n'a jamais eu l'intention d'être candidat maintenant là. Et qu'il a organisé lui-même sa propre chute, son inéligibilité, en ne prenant pas les précautions pour faire ce qu'il faut à la date indiquée. Donc ce n'est pas une affaire d'Alassane Ouattara, ce n'est pas une affaire de RHDP, on n'a pas éliminé quelqu'un. Lui là, il s'est auto-exclu, c'est lui-même qui s'est éliminé. On dit, il faut aller au marché. Mais on dit, il y a un bus qui passe tous les matins à 8h pour prendre tout le monde pour aller au marché. Toi, tu te réveilles à 10h et puis tu commences à appeler, mais pourquoi le bus ne m'a pas pris? Mais pourquoi tu n'étais pas là à 8h? Surtout que la veille, on t'a dit, mets ton réveil. C'est à 8h, tu dois être à la gare pour prendre le bus pour aller au marché. Toi, tu mets ton réveil. On met même le réveil pour toi. On te réveille même à 6h, 7h pour dire non, à 8h le bus arrive. Tu dis non, c'est bon, je vais me coucher un peu. Tu te réveilles à 10h, tu dis non, 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 on va tout reprendre à zéro. Le bus n'a qu'à revenir pour te prendre toi. Fils à papa, c'est terminé. Ça, c'est un comportement de fils à papa qui pense parce qu'on a vécu dans les privilèges, on n'a jamais été soumis aux mêmes règles que tout le monde. On pense qu'il faut toujours faire. Mais la Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Et donc, c'est quelques messages que je vais vous apporter. Quand j'ai fini de dire tout ça, ce qui reste à vous dire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Eric m'a rassuré tout à l'heure avec Blé Guirao, la mobilisation à Cocody a sonné. Ils vont voir ce qu'on appelle mobilisation le dimanche prochain. Les petits meetings de 1000 personnes, 2000 personnes à Abidjan. À Paris, ils avaient des manifestations de 17 personnes, de 18 personnes, de 12 personnes. Le RHDP a sorti 10 000 personnes à Paris. On les met au défi. Ils n'ont qu'à faire la même chose. Il y a 5 ans, lorsque nos militants sont sortis à Paris, ils disent non, c'est Mali, Burkina, c'est les foyers maliens, les foyers burkinabés, l'AES. Bon, aujourd'hui, l'AES est contre nous. Donc les militants de l'AES ne peuvent pas venir dans notre manifestation. On a fait 10 000. Ce n'est pas 20 personnes, 30 personnes telles qu'ils le font. Mais ça, c'est Paris. Hier, ils ont manifesté ici. Il y avait à peine 1 millier de personnes. Le match, on va tuer le match le dimanche 22. On va tuer le match le dimanche 22. La démonstration de force qu'on va faire le dimanche prochain. On prendra à témoin tout le monde, communauté internationale comme communauté nationale, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul chef. En Côte d'Ivoire, il y a un seul patron. En Côte d'Ivoire, le peuple est derrière un seul homme. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et à partir du 22, la pré-campagne a commencé.
À partir du 22, la pré-campagne a commencé. Je vois que ce meeting prend déjà l'allure de pré-campagne. Mais Eric, il est de notre responsabilité en tant que coordonnateur principal, adjoint, etc. de poursuivre cette animation. Pour nous, l'élection d'octobre, c'est une fête, ce n'est pas la guerre. Tous les cadres que nous sommes, on va à cette élection pour dire juste merci au président Ouattara. Merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villages. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villes, etc. L'élection à venir, c'est la fête. Est-ce qu'on est d'accord? L'élection à venir, c'est la fête. Notre adversaire, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre adversaire, ce n'est pas Tidjane Thiam. Notre adversaire, ce n'est aucun parti politique. Notre adversaire, c'est la pauvreté. Notre adversaire, c'est le sous-développement. Et sur tous ces segments, le président fait des avancées. Mais on va lui dire, président, on a encore besoin de toi. Donne-nous encore 5 ans sous ton leadership pour continuer à avancer sur ces points. Donc, pour nous, il n'y a pas de bagarre. Pour nous, c'est la fête. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. Aucun jeune n'est prêt à les suivre. Aucun jeune n'est prêt à suivre ceux qui ont sacrifié leur avenir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Partagez vos impressions dans les commentaires.